Donc le projet du carbone à l'heure olympique, c'est un projet qui associe la Fédération française de voile et 6 établissements de recherche, l'École nationale de voile, le SPCI Paris, l'École navale, l'Université de Nantes, l'IFREMER à Brest, le CNRS et un labo de l'École polytechnique. Donc il s'agit de travailler avec les équipes de France de voile dans un contexte qui est celui des Jeux olympiques de 2024. Alors commençons par expliquer ce que sont les épreuves aux Jeux de Paris en ce qui concerne la voile. En fait, je dis Paris, mais les épreuves auront lieu en fait sur la rade de Marseille. Tout à fait, oui. Il y a 6 séries différentes, dont grande nouveauté en 2024, en fait, 3 types d'embarcations qui utilisent des foils. Ce sont ceux qu'on voit sur la partie inférieure. Le kite foil avec une épreuve homme, une épreuve femme. La planche à voile IQ foil, à nouveau hommes et femmes. Et un bateau qui est un catamaran, un bateau à 2 coques. Le Nacra 17, qui est avec un équipage mixte, qui est également sur des foils. Alors pour essayer de comprendre en quoi les choses sont très différentes sur ces embarcations, on va commencer par regarder la navigation d'un catamaran Nacra 17. Vous voyez que quand le bateau accélère, il va monter sur ses foils. Là c'est une navigation en rade de Marseille. Et vous voyez que le bateau est complètement sorti de l'eau. En tout cas, les coques sont sorties de l'eau et il navigue sur ses foils. Ce que vous voyez aussi, c'est que l'équipage est obligé de se déplacer de manière rythmique d'avant en arrière, de façon à assurer la stabilité du vol de cette embarcation. Donc, grande nouveauté de ces embarcations, les coques ne sont plus dans l'eau, et on va voir que ça conditionne énormément en fait la dynamique de ces bateaux. Deuxième exemple, le kite foil. Donc là, cette fois-ci, on est tracté par une voile gonflable qui est une voile de type parapente. Et le kiteboarder est sur une planche, et on va le voir ici, qui régule avec ses bras la traction de la voile de façon à être stable en navigation. Le kite est l'embarcation la plus rapide de toutes les séries olympiques, jusqu'à 70 km/h en navigation. On peut rappeler que le kite, d'ailleurs, a été inventé en France, sur la côte, sur la côte vers Montpellier, la Grande Motte. Voilà. Et donc la dernière embarcation à foil, c'est une planche à voile. Donc c'est une planche à voile qui a été modifiée par rapport aux planches antérieures, en ce sens qu'elle aussi, elle est sustentée par un foil qu'on voyait tout à l'heure et qui permet de sortir le flotteur de l'eau. Alors, quelles sont les problématiques techniques et scientifiques associées au foiler ? Le fait qu'on n'ait plus de sustentation dite archimédienne avec une coque dans l'eau, mais qu'on ait une sustentation dynamique. La grande conséquence, c'est qu'on ne fait plus de vagues et donc ça diminue beaucoup la traînée de l'embarcation dans l'eau. Et de ce fait, on peut aller beaucoup plus vite. Typiquement, ces bateaux vont jusqu'à 2 fois à 3 fois la vitesse du vent. Une des conséquences du fait d'aller plus vite, c'est que la traînée dans l'air, la traînée aérodynamique, elle devient très importante et il va falloir l'optimiser. D'autre part, on est très sensible à la géométrie et à l'état de surface des foils pour cette dynamique. Et finalement, il y a des interactions très spécifiques entre les foils et la surface libre qu'il va falloir analyser, et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est de bien comprendre en fait la physique de ces embarcations et la façon dont on peut optimiser leur vitesse. Et pour ça également, on a besoin de faire des mesures en navigation pendant les entraînements. Et ce qui est assez compliqué, c'est qu'on a affaire à des embarcations qui sont toutes petites. Autant c'est relativement simple d'instrumenter des gros bateaux qui font 15 ou 20 mètres de long, ça devient beaucoup plus difficile s'il s'agit d'instrumenter une planche de kite qui fait juste 1,40 m de long et qui est constamment dans l'eau. Donc il y a eu toute une problématique liée au développement d'instruments pour obtenir des données en navigation. Donc je vais maintenant laisser la parole à Patrick qui va vous parler un petit peu de ce qu'on a fait plus en détail sur la technique dans ce projet. Merci Marc.
Donc dans les travaux qu'on a menés de recherche sur ce projet-là, je vais illustrer la première partie sur l'instrumentation embarquée, les mesures qu'on a faites en navigation sur le cas de la planche à voile IQ Foil. On est parti du constat issu des athlètes qu'ils avaient des sensations qui étaient différentes suivant les équipements, les foils qu'ils utilisaient. Même si ces foils sont censés être tous identiques, en fait, ils ont une finesse de perception et une recherche de performance qui est telle qu'ils observent des différences entre les pièces, entre les différents équipements. Donc pour comprendre ça et mieux comprendre le fonctionnement de l'engin, on s'est attaché à mesurer les efforts réellement subis en navigation et comment les structures, en particulier les foils, allaient réagir à ces efforts et comment est-ce qu'ils allaient se déformer. On a aussi essayé de mieux comprendre les différents réglages et les actions dynamiques d'adaptation faites par les athlètes et pour essayer d'évaluer les performances que ça a sur les performances. Vous voyez ici, sur le cas de l'IQ Foil, les différents systèmes d'instrumentation qu'on a développés spécifiquement pour ce cas-là, donc à base notamment de centrales inertielles et de centrales de GPS différentielles, notamment pour mesurer les angles, les attitudes et les angles d'orientation, les incidences des différents plans porteurs, aussi bien hydrodynamiques que la voile aussi aérodynamique. À l'aide de caméras aussi sur la planche, comme on voit ici en jaune sur le wishbone, sur la voile, qui visualise une mire sur la planche afin de positionner la voile par rapport à la planche. Et enfin, des jauges de déformation pour mesurer les efforts, la traction dans les bouts de harnais, par exemple, qui relient l'athlète à sa voile, et les déformations en flexion et en torsion sur le foil. Un petit exemple ici, vous voyez sur la gauche des vidéos qui sont prises où on voit la visualisation depuis l'arrière de la voile et puis la visualisation du foil en dessous de la planche. Et sur la droite, un exemple de résultat de ces mesures, par exemple avec la partie en vert pendant une manœuvre de changement de bord, un empannage. Et sur la droite, ce qui correspondait à la fin de la vidéo, on voit un mouvement de pumping où l'athlète exerce une oscillation pour une accélération plus rapide. Pour ce qui est de la compréhension du fonctionnement de l'engin, je vais l'illustrer ici sur le cas du kite foil. Donc vous voyez le kite foil ici sur la gauche, là, en dessous de la planche, donc une sorte d'avion. Le foil est a une forme d'avion avec une aile avant principale qui assure la portance et une petite aile arrière qui assure plutôt la stabilité. Donc si vous voyez sur la photo en haut à droite, on essaye de comprendre l'équilibre des forces qui s'exercent sur l'engin, donc entre le poids du kiter, la traction de l'aile et la portance du foil notamment. Et même si le comportement d'une aile en milieu infini est bien comprise, comme dans l'aéronautique des avions, ici on a le cas particulier que cette aile elle évolue très proche de la surface libre, l'interface entre l'air et l'eau, et ça modifie pas mal de choses, d'autant plus qu'il y a une gîte importante, comme vous le voyez, une inclinaison très importante sur les kite foils, qui peut aller jusqu'à plus de 60 degrés. Et on peut voir ici, en bas à droite, par exemple, des problèmes de ventilation, c'est-à-dire qu'à l'endroit où le foil perce la surface, on peut avoir de l'air qui est aspiré sur la surface du foil, ce qui va modifier grandement les efforts et peut générer des chutes. Enfin, comme Marc l'a évoqué tout à l'heure, la traînée aérodynamique devient importante et conséquente, puisque la traînée hydrodynamique est beaucoup plus faible qu'avec une coque. Et donc on va s'intéresser aussi à la traînée, à essayer de minimiser la traînée des athlètes et des planches. Donc pour étudier cet aspect sur le fonctionnement de l'engin, grâce à ce projet, au financement qu'on a eu avec ce projet, on a pu mettre en œuvre des grands équipements de recherche et d'études pour étudier notamment donc, le comportement des foils près de la surface libre dans un bassin de traction, un bassin de carène. Et on a fait également pour la partie traînée aéro et aussi les efforts sur les voiles des essais en soufflerie. Donc ça a permis de faire des essais à l'échelle réelle, à l'échelle 1 avec les vrais équipements. Ça nous permet de mieux connaître les efforts qui sont exercés, qu'on va pouvoir utiliser dans des programmes qu'on appelle des programmes de prédiction de vitesse qui résolvent l'équilibre des efforts qui s'exercent sur l'engin afin de mesurer les attitudes et les performances de chacun de ces engins dans l'espoir de répondre à des questions très précises des athlètes. Par exemple, une question qui nous a été posée, c'est qu'est-ce que ça donne si je prends 10 kg par exemple, est-ce que je vais aller plus vite? Et ça, et bien si, justement. Justement, avec le poids, ça va en... Justement, même si... Alors, il faut arriver à décoller, mais une fois qu'ils arrivent à décoller, on remarque que le poids est plutôt un facteur de performance.
C'est rare qu'on me dise à un sportif, bon, ça serait pas mal si tu prenais du poids. Tout à fait. Et justement, pour comprendre ça, il faut bien comprendre l'équilibre des efforts de l'engin. Alors, un petit exemple ici d'essai en bassin de traction. Donc, un bassin de traction, c'est un grand canal d'eau sur lequel l'écoulement est généré par le fait qu'en fait, c'est le mobile qui avance, qui est tiré par un chariot, comme vous le voyez ici. Et donc, on a placé des foils là, dans ce bassin afin de mesurer les efforts qui étaient les efforts hydrodynamiques générés sur le foil pour différentes orientations du foil, qui est monté sur un système d'hexapode qui permet de régler l'orientation et la position par rapport à la surface libre. Ça, c'est un bassin qui sert à plein de recherches différentes, j'imagine. Tout à fait, c'est un bassin de carène qui sert en général pour étudier la résistance à l'avancement des carènes. Mais nous, on l'a étudié ici pour les foils. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre les vrais foils à l'échelle, à la grande échelle. Ça nous a permis d'obtenir pas mal de résultats innovants. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas trop divulguer tous les résultats maintenant. Mais en particulier, pour illustrer un petit peu, on a réussi à déceler l'existence d'une hauteur d'immersion optimale en termes de finesse, le rapport entre la portance et la traînée du foil, qui dépend bien sûr de l'angle d'incidence et de la gîte de l'engin. On a pu étudier aussi les phénomènes de ventilation que j'ai évoqués tout à l'heure. Vous pouvez voir sur l'aile qui est ici, là, une poche d'air qui se développe. C'est de la ventilation et qui provoque une chute assez importante de la finesse, de la performance. Enfin, pour les essais en soufflerie, on a estimé, calculé que la traînée de l'athlète était responsable d'environ 50% de la résistance totale. Donc c'est très important. Ce qui nous a conduit à, en d'autres mots, on peut dire que si on arrive à gagner 10% sur la traînée de l'athlète, ça peut faire gagner de l'ordre de 50 mètres sur une course, sur un bord de près de remontée au vent, ce qui est vraiment très important pour la performance. Donc on a essayé de placer les athlètes réels en position réelle, dans une position représentative de la position réelle en navigation, et essayer de regarder comment varie la traînée en fonction de leur position et de leur équipement. Donc ça a permis de les aider à optimiser ça. Alors ensuite, ils doivent bien sûr concilier ces recommandations avec les capacités physiques et de manœuvre et d'observation du plan d'eau. Mais donc ça a permis de les renseigner quand même de façon précise et quantitative sur les gains qu'on pouvait avoir avec ça. Pour terminer, tout ce projet de recherche, bien sûr, est à destination des athlètes pour les aider à gagner en performance. Donc il y a tout un travail qui est très important de transfert de tous les acquis du projet de cette recherche vers les athlètes. Donc sur ces trois parties, le fonctionnement de l'engin, les mesures en navigation et la caractérisation du matériel. Je ne l'ai pas dit, mais on a aussi fait des tests sur des bancs. On a développé des bancs de tests pour mesurer les matériels à terre, leurs caractéristiques. Et donc, on a tout un travail qu'on poursuit maintenant et qu'on fera aussi également après les Jeux Olympiques pour capitaliser les acquis, de transfert vers les athlètes et vers la fédération. C'est long parce que c'est vrai qu'il y a les Jeux Olympiques, bien sûr, en perspective là, au mois de juillet et de septembre, mais après, c'est vrai que ce sont des recherches qui vont accompagner la fédération de voile et puis tous les compétiteurs les années suivantes. Des secteurs d'ailleurs qui sont en plein développement. Le foil, c'est quelque chose aujourd'hui, une technologie qui est incroyable, qui équipe de plus en plus de bateaux, on le voit, qui rentrent dans des catégories. C'est passionnant, j'imagine, à étudier en termes pour un scientifique, de voir à quel point on a dupliqué les performances que ce soit le kite, que ce soit le windsurf, on l'a vu, ou les catamarans. Absolument, oui, le foil est en grand essor depuis déjà quelques années et c'est pas mal démocratisé. Le fait que ce soit devenu olympique tout récemment, ça fait vraiment aussi une exigence de recherche de performance qui pousse vraiment un cran plus loin et ce qui a permis justement de solliciter toutes ces recherches-là. Et on le voit, ce qu'on évoquait là en entrée tout à l'heure, le fait que le matériel soit le même pour tous les compétiteurs, là où on peut gagner, c'est justement sur la perception du champion, du mouvement juste, de l'usage et du bon moment pour se pencher, etc. C'est là que ça prend vraiment une dimension très importante. Tout à fait. Et également sur le choix du matériel aussi, parce que même si les foils en particulier, sont censés être tous identiques, en fait, les imperfections de fabrication font qu'ils ne sont pas parfaitement identiques.
Et ça, les athlètes le ressentent la différence, et ça fait une différence aussi au niveau des performances. Donc un des objets aussi de notre projet, c'est d'aider les athlètes à bien choisir leur foil et bien l'utiliser, bien le faire fonctionner. Bon, excellent. Bel exemple de partenariat réussi entre la recherche et le sport. Marc, peut-être un mot, ou est-ce qu'il y a une petite question? Alors, c'est peut-être pas forcément vis-à-vis des jeux, mais sur l'usage plus global des foils en voile, je pense en particulier sur l'America ou même sur le Vendée. J'ai entendu dire qu'il y avait des sacrées nouveautés en termes de sécurité maintenant, parce que les bateaux allant beaucoup plus vite, les chocs ne sont pas les mêmes. Donc est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez? Alors, nous, on ne travaille pas directement là-dessus. Alors, c'est vrai que le fait de naviguer extrêmement vite, ça induit des problèmes de sécurité. On l'a vu en particulier sur les nouveaux IMOCA à foil qui, lorsqu'ils se plantent, ça peut être très, très compliqué pour les skippers. Dans le cadre de la voile olympique, les risques physiques sont plutôt ceux de la chute pour les kiters. Encore une fois, ils peuvent aller très très vite, 70-80 km/h. Donc la chute peut être effectivement très dangereuse et ils sont protégés. Ils ont obligatoirement une veste d'impact, des casques pour prévenir les problèmes de sécurité. Alors effectivement, quand on regarde l'équipement, les tenues qu'on a vues tout à l'heure en soufflerie, elle inclut en fait tous les éléments de sécurité qui sont obligatoires. voilà, plus vite, plus haut, plus fort, la doctrine des JO. Et quelle interaction vous avez eue pour la caractérisation du matériel avec les fabricants? Comment ça s'est passé? Est-ce que derrière ils vous sollicitent? Est-ce que ça ne doit pas toujours être évident non plus quand on caractérise différents types de matériel? À vrai dire, aucune interaction avec les fabricants. Enfin si, je dis une bêtise. Si avec les fabricants de foil pour le kite, parce que là en fait on est dans un cadre d'une monotypie, c'est-à-dire de contraintes liées à la... Mais il y a plusieurs fabricants homologués. Donc on a eu effectivement des sessions de travail avec les fabricants en particulier sur la caractérisation des états de surface des foils. Mais il y a d'autres situations où sur la planche, où, par exemple, il y a un seul fabricant qui est homologué, qui est le fournisseur unique de tous les concurrents. Donc là, on fait avec le matériel qui fournit.